Madame, Monsieur, bonsoir. Le FMI, le Fonds monétaire international, accorde au Cameroun une facilité élargie de crédit. Il a suffi de cette nouvelle pour que le landerneau économique et même l'opinion nationale, d'une manière générale, entrent en effervescence. Les commentaires fusent de toutes parts pour interpréter ce nouvel épisode des relations du Cameroun avec le FMI. Alors, qu'y a-t-il derrière cette facilité élargie de crédit? C'est le sujet du point de presse de ce soir. Point de presse que donne le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, qui est entouré pour la circonstance de messieurs Gilbert Didier Edoa, secrétaire général du ministère des Finances, Isaac Tamba, directeur général de l'économie, au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et du professeur Désiré Avom, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Chang. Bonsoir messieurs, je vous propose de commencer par le commencement, le propos liminaire du ministre Issa Chiroma Bakari. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Alain Balibi. Thank you, distinguished journalist. The aim of our meeting today is to provide you with some relevant information on the economic and financial program that our country has just set in motion and which, as you are all aware, has gained the backing of the International Monetary Fund, IMF, through a financial mechanism known as the Extended Credit Facilities. I wish you all a warm welcome to this encounter. My statement will focus on three issues in order to appropriately respond to the concerns raised in your treatment and also for the proper information of the public. I will start with the context, the rationale, and the aims of the program. Then, talk on what the program itself encapsulates, and end up with the role of the IMF and the nature of the extended credit facility supporting the program. With regard to the first issue, allow me to recall that it was on the initiative of the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, that CEMAC Head of State met on the 23 December 2016 in an extraordinary summit expanded to the Director General of the IMF and the French Minister for the Economy and Finance to discuss on the economic and monetary situation on the sub-region. At the end of their working session, the head of state then adopted 21 resolutions, including resolution number 13, inviting CEMAC countries to engage in negotiation with the IMF to better structure their economy recovery efforts against the backdrop of the shock which resulted from the drastic decline in oil prices on the world market. As a matter of fact, the economic situation of CEMAC, member countries, that has deteriorated significantly since 2014, bringing down the average growth rate of the sub-region from 2.1% in 2015 to less than 0.7% in 2016, with a public debt representing 44.6% of the gross domestic product in 2016, as again 34.9% in 2015. With regard to reserves, they had moved from 4,400 billion CFA in 2015 to 1,900 billion CFA franc, that is to say
from 2 to 6 months of import in 2016. As regards the current external balance, it remained negative until 2016, below 10.2%. It was therefore necessary for the head of state to devise solutions to address the crisis and create conditions for a sound and sustainable recovery for their respective economy, with the support of the IMF by means of both national and regional efforts. In this respect, the leaders of the head of state of Cameroon will have contributed to leading a coordinated regional response to maintain the integrity of the monetary agreement of the CEMAC, in other words, to preserve the economies of the community from an economic downturn that would have unprecedented consequences. Within the CEMAC zone, the Cameroonian economy is particularly resilient due to its greater diversification, the reliability of its industrial fabric, and the dynamism of its domestic market. However, being part of an integrated community, Cameroon began to suffer from the negative impact of the less resilient economies in the sub-region and the subsequent security-related shocks. The macroeconomic consequences were immediate, resulting in the sharp decline in international reserves of the CEMAC zone in general, and then finally to those of Cameroon specifically. To stop this downturn trend, our country developed a 3-year economic and financial plan to restore the stability and external viability of the economy while improving the competitiveness, strengthening the resilience of the financial sector, and promoting a vigorous and sustainable growth. This program will also serve as a catalyst to mobilize foreign aid from its technical and financial partners within the framework of targeted budgetary support projects. To support this program, which I should make it clear is a domestic initiative and not a program imposed from outside, the government signed on 26 June 2017 an agreement with the IMF, whose funding is part of a mechanism referred to as the Extended Credit Facility. This agreement relates to an amount of 483 million of special drawing right, or about $666.2 million US, equivalent to approximately 400 billion CFA francs, including 102 billion CFA francs available as soon as approval from the IFM Board of Directors is obtained. It is important to notice that this agreement has allowed Cameroon to draw up to 175% of its own reserve, whose ceiling stands today at 275 million of special drawing right. It should also be mentioned that, as a general rule, the extended credit facility is the main tool that the IMF
has at its disposal to provide support in the midterm to countries facing macroeconomic imbalances. The support granted covers a maximum period of 3 years. As I indicated earlier, the agreement with the IMF for this extended credit facility paves the way for additional bilateral funding. In this regard, 887 billion CFA francs are expected in addition to the funding of the IMF from technical and financial partners according to the following distribution. From the African Development Bank, 377 billion CFA francs. From the World Bank, 247 billion CFA francs. From France, through the French Development Agency, 197 billion CFA francs. From the European Union, 66 billion CFA francs. For 2017 alone, 510 billion CFA francs will be put at the disposal of Cameroon within the framework of their reforms in some sectors considered crucial to our economy. The interest rate for the repayment of these funds is 0%, with a deferred depreciation period of 5.5 years and a maximum maturity period of 10 years. It is worth indicating that the 3-year program, thus supported by ECF and the attached additional financial schemes, is based on our own growth strategy as determined by the GESP. It also aims to achieve the social goals set by the government. In other words, there is no foreign interference in the signing of an agreement such as the one that Cameroon has just signed with the IMF. Let me repeat it. It is also aimed to achieve the social goals set by the government. In other words, there is no foreign interference in the signing of an agreement such as the one that Cameroon has just signed with the IMF. Contrary to what has been aired here and there over the past few days, this is not therefore a structural adjustment program. This is not therefore a structural adjustment program, but rather a support from technical and financial partners to the implementation of the government in the area of economic and social development of the nation. Better still, this commitment of our country is going to foster Cameroon's competitiveness and the growth potential in the medium term, and further consolidate the national strategy in view of becoming an emerging economy by 2035. That is, in any case, the head of state commitment with the entire nation. That is the legitimate aspiration of the Cameroonian people. Distinguished journalists,
ladies and gentlemen, those are the insight and clarification that I intended to give you on behalf of the government to make sure you better understand the substance of this agreement that Cameroon has just signed with the international financial community in order to give you sound information to the public. I invite you to make a good use of it in a professional, objective, and responsible manner. And I am delighted and pleased to have with me here people of great talent, competence, ready to answer any question may crisscross your mind, our mind, the mind of all Cameroonians. Thank you very much. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous ai conviés à la rencontre de ce jour pour vous communiquer des informations pertinentes sur le programme économique et financier que notre pays vient de mettre sur pied et qui, vous le savez déjà, a obtenu le soutien du Fonds monétaire international, le FMI, à travers un concours financier connu sous le nom de Facilité élargie de crédit, en abrégé FEC. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette occasion. Mon propos va s'articuler en 3 points, afin de répondre le plus utilement possible aux préoccupations que vous avez exprimées dans vos différents traitements de ce dossier et aussi pour la bonne information de l'opinion publique. D'abord le contexte, la justification et les objectifs poursuivis par le programme. Ensuite, la consistance du programme lui-même. Enfin, le rôle du FMI et la nature de la facilité élargie de crédit soutenant le programme. S'agissant du premier point, je dirais en rappel que c'est à l'initiative du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, que les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis le 23 décembre 2016 dans le cadre d'un sommet extraordinaire élargi à la directrice générale du FMI et du ministre français de l'économie et des finances pour plancher sur la conjoncture économique et monétaire de la sous-région. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État ont adopté 21 résolutions, dont la résolution numéro 13, invitant les pays de la CEMAC à engager sans délai des négociations avec le FMI pour mieux structurer leurs efforts de remboursement économique eu égard au choc subi du fait de la baisse drastique des cours de pétrole sur le marché mondial. En effet, la situation économique des États membres de la CEMAC s'était sensiblement détériorée depuis 2014, faisant passer le taux de croissance moyen de la sous-région de 2,1% en 2015 à moins de 0,7% en 2016, avec une dette publique représentant en 2015 34,9% du produit intérieur brut pour se situer à 44,6% en 2016. Quant aux réserves, elles passaient de 4 400 milliards de francs CFA en 2015 à 1 900 milliards en 2016, soit en termes de mois d'importation, moins de 6 à 2 mois environ en 2016. De 6 à 2 mois en 2016. En ce qui concerne le solde extérieur courant, il était resté négatif jusqu'en 2016, se situant à hauteur de moins de 10,2%. Il s'agit donc pour les chefs d'État d'amorcer une sortie de crise
et de mettre en place des conditions d'une relance vertueuse et durable de leurs économies respectives avec le concours du FMI en engageant des efforts dans le double sens national puis sous-régional. Dans cette optique, le leadership du chef de l'État camerounais aura contribué à diriger une réponse régionale coordonnée pour maintenir l'intégrité de l'arrangement monétaire dans la CEMAC et éviter de plonger les économies de la communauté dans un marasme dont les conséquences économiques et financières auraient été sans précédent. Au sein de la zone CEMAC, l'économie camerounaise s'est caractérisée par une résilience particulière en raison de sa plus grande diversification, de la solidité de son tissu industriel et du dynamisme de sa demande intérieure. Mais inséré dans une logique communautaire et intégrée, le Cameroun a ensuite commencé à recevoir l'impact négatif des économies moins résilientes dans la sous-région et des chocs subséquents liés aux impératifs de sécurité intérieure. Les conséquences ne se sont pas faites attendre en termes macroéconomiques, entraînant une forte baisse des réserves internationales de la zone CEMAC prises dans leur globalité, puis en fin de compte de celles plus spécifiques au Cameroun. C'est pour enrayer cette spirale baissière et en tout cas dépréciative que notre pays a élaboré un programme économique et financier triennal visant à rétablir la stabilité et la viabilité extérieure de l'économie, tout en améliorant sa compétitivité, en renforçant la résilience du secteur financier et en favorisant une croissance vigoureuse et stable. Le même programme était également destiné à servir de catalyseur pour la mobilisation de l'aide de nos partenaires techniques et financiers dans le cadre de projets ciblés d'appui budgétaire. Pour appuyer ce programme, dont je tiens à le préciser, l'initiative est endogène et non imposée par l'extérieur. Le gouvernement a signé le 26 juin 2017 un accord avec le FMI dont le financement s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme dénommé Facilité élargie de crédit. Le dit accord porte sur un montant de 483 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 666,2 millions de dollars, équivalent à environ 400 milliards de francs CFA, dont 102 milliards de francs CFA disponibles dès l'approbation du conseil d'administration du FMI. Il est important de noter que l'accord dont il est question permet au Cameroun de tirer jusqu'à 175% du montant de ses réserves qui aujourd'hui s'élèvent à 275 millions de droits de tirage spéciaux. Il faudrait aussi mentionner que d'une manière générale, la facilité élargie de crédit constitue le principal outil dont le FMI dispose pour apporter un soutien à moyen terme aux pays qui font face à des déséquilibres macroéconomiques. Les soutiens accordés couvrent quant à eux une durée maximale de 3 ans. Mesdames et messieurs les journalistes, comme je l'indiquais plus haut, l'accord passé avec le FMI pour cette facilité élargie de crédit ouvre la voie à des financements bilatéraux additionnels. À ce titre, 887 milliards de francs CFA sont attendus en plus du financement du FMI
en provenance des partenaires techniques et financiers selon la répartition suivante. Pour la Banque africaine de développement, 377 milliards de francs CFA. La Banque mondiale, 247 milliards de francs CFA. La France, à travers l'Agence française de développement, 187 milliards de francs CFA. L'Union européenne, 66 milliards de francs CFA. Au titre de la seule année 2017, 510 milliards de francs CFA seront mis à la disposition du Cameroun dans le cadre des réformes clés dans certains secteurs jugés critiques pour notre économie. Le taux d'intérêt pour le remboursement de ces financements est de 0%, avec un différé d'amortissement de 5 ans et demi et une échéance maximale de 10 ans. Il est important d'indiquer ici que le programme triennal ainsi appuyé par le FEC et les financements additionnels y adossés est fondé sur notre propre stratégie de croissance telle que fixée par le DSCE. Il vise en outre à préserver les objectifs sociaux fixés par le gouvernement. Autrement dit, aucune interférence extérieure n'accompagne la signature d'un accord tel que celui qui vient d'être signé entre le Cameroun et le FMI. Il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qu'on a entendu dire ces derniers temps, d'un programme d'ajustement structurel, mais plutôt d'un soutien des partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre de la vision gouvernementale en matière de développement économique et social de la nation. Bien mieux, cet engagement de notre pays va renforcer la compétitivité et le potentiel de croissance à moyen terme du Cameroun et conforter davantage la stratégie nationale visant à atteindre le statut d'économie émergente à l'horizon 2035. Tel est en tout cas l'engagement du chef de l'État face à la nation tout entière. Telle est l'aspiration légitime du peuple camerounais. Voilà donc, mesdames et messieurs les journalistes, les éclairages et les précisions que le gouvernement entendait vous apporter par ma voix pour une meilleure appréciation de cet accord que le Cameroun vient de signer avec la communauté financière internationale et pour une saine information de l'opinion publique. Je vous exhorte à en faire un bon usage professionnel, objectif et responsable. Et je me réjouis de la présence d'une expertise de très haut niveau et de très haut vol à mes côtés pour répondre à vos interrogations, pour répondre à l'attente des uns et des autres, qu'il s'agisse des opérateurs économiques, des petits porteurs, des petits Camerounais, à la faveur de cette rencontre et du fait de la présence de cette expertise. Au terme de nos travaux, je souhaite, Alain Bélibi, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, qu'il n'y ait plus d'incompréhension, et plutôt que l'ensemble des Camerounais, fiers de ce que le gouvernement a posé comme acte, resserre les rangs pour la reconquête de notre souveraineté économique. Je vous remercie. Le souhait est partagé, Monsieur le Ministre. Nous allons enchaîner tout de suite avec la partie échange de ce point de presse. Permettez-moi de vous présenter le panel de mes confrères qui sont ici présents. À ma gauche, Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune, Achou Nienti de la CRTV Radio, Jules Elobo de Magic FM. Et en face de moi,
Mélanie BTB de la CRTV Télé, Yerima Kininsom du journal The Post, Njoya Idriss Linge de l'agence Ecofin et Parfait Siki du quotidien de l'économie. Très bien, ils sont tous les bienvenus. Voilà, et puisque j'ai la parole, Monsieur le ministre, je vais lancer le débat en remarquant que le discours officiel parle beaucoup des causes exogènes de la situation économique que traverse le Cameroun. On parle notamment de la baisse des cours des matières premières, le pétrole en particulier. Maintenant, on peut se demander, Monsieur le ministre, messieurs, quelle est la part endogène parmi les causes de la mauvaise passe que traverse le Cameroun? Je veux être plus précis, les problèmes de gouvernance. Quelle part prennent ces problèmes de gouvernance dans la situation actuelle? Je vous remercie. Vous voyez bien qu'embarras de choix, j'ai tellement d'experts à mes côtés, ils vont peut-être se concerter pour dire quel est l'expert qui prendra la parole. Alors, le directeur général de l'économie va prendre la parole pour répondre à Alain Belibi. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Sur la question posée par Alain Belibi, je dois dire que les problèmes que nous connaissons ont un point de départ 2014, avec le retournement que nous avons connu sur le marché international du brut, où les cours du pétrole sont passés à $150 le baril, à 50 aujourd'hui. Ça, c'est le point de départ. Mais 2014 aussi, c'est le point de départ de la guerre que nous menons contre Boko Haram, avec le contre-coup budgétaire subséquent. 2014 aussi, c'est le point de départ de la prise en charge des réfugiés, des personnes déplacées dans cette région du Septentrion et également dans la région de l'Est, en raison de la crise centrafricaine. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, dans la région de l'Est, 20% de la population de cette région est constituée de déplacés centrafricains. Ces contre-coups budgétaires, bien entendu, ces vents contraires, comme on les appelle en économie, ont entraîné une baisse de notre capacité à générer de la richesse. Et c'est la raison pour laquelle, en 2014, permettez-moi encore de vous le rappeler, nous avions un taux de croissance affiché de 5,9, qui est un taux de croissance enviable, dans une Afrique qui tournait autour de 3%, 2 à 3% en moyenne. Et en 2015, comme l'a dit Monsieur le ministre, du fait de notre résilience, et cette résilience est bâtie sur la diversification de notre économie, sur le fait que notre économie, contrairement aux autres économies de la sous-région, ne repose pas essentiellement sur le pétrole, nous avons pu, en 2015, avoir un taux de croissance de 5,8, c'est-à-dire en retrait d'un seul point, d'un petit point par rapport à 2014. Et pourtant, les chocs exogènes ont continué à s'amplifier. Et c'est ce qui fait qu'en 2016, du fait de cette amplification des chocs exogènes, parce qu'en plus du pétrole, les coûts du cacao sont aujourd'hui à un tiers de ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Donc, en raison de cela, nous avons enregistré un taux de croissance de 4,7%. Essentiellement, ce qui peut constituer, j'allais dire, la perte de vitesse de l'économie camerounaise est essentiellement due à ces facteurs exogènes. Nous n'avons pas de facteurs endogènes qui soient de nature à provoquer une telle récession en 3 ans. Quand on connaît l'importance du pétrole et également du cacao dans nos ressources en devises, j'ai dit le pétrole, bon an, mal an, en 2014, le pétrole donnait encore 750 milliards de francs CFA au budget de l'État. Et en 2017, ce pétrole, on espère qu'on pourrait, n'est-ce pas, engranger 300 milliards de francs CFA. Mais je dois dire que la baisse prolongée des coûts, le fait que nous n'avons pas exploré depuis 2014 de nouveaux puits, n'augure pas de ce côté-là des lendemains meilleurs. Voilà, Monsieur le ministre, ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Je vous remercie infiniment. Il y a le secrétaire général qui voudrait également donner sa contribution. Allez-y. Merci, Monsieur le ministre. Juste ajouter, pour bien comprendre l'impact de ces chocs externes sur notre économie,
il faut comprendre que le montant des richesses créées dans notre pays est réparti en deux parties. Une partie concernant le secteur non pétrolier et une deuxième partie qui concerne le secteur pétrolier. Alors, comprenez que pour l'année 2016, par exemple, le directeur général a dit notre croissance globale a été de 4,7%. Mais dans cette croissance globale, le secteur pétrolier s'est réduit de 2,3%. Donc a été en diminution négative de 2,3%. Ça, c'est un impact grave. Malgré cet impact, quand même, globalement, le Cameroun a créé des richesses de manière supplémentaire à 4,4%. Cette situation qui est arrivée en 2016 se répète également en 2017, où vous avez le secteur pétrolier qui est projeté en décroissance de 2,7%, alors que nous projetons autour de 4 points de croissance en 2017. Donc, la question de choc extérieur, ce n'est pas une vue de l'esprit, elle est réelle et c'est un constat fait par toute la communauté internationale sur l'impact des chocs exogènes sur nos économies. Je vous remercie. Le professeur voudrait ajouter quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais revenir un peu sur la question qui a été posée par Monsieur Belive au sujet de la gouvernance. Vous semblez demander quelle est la part de la gouvernance dans l'amplification des causes qui viennent justement d'être évoquées. De mon point de vue, il est extrêmement difficile de quantifier le résultat d'un rapport qui a été commis par la Banque africaine de développement, qui montrait en effet, et ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun, qui montrait en effet que entre 2003 et 2013, près de 4 019 milliards de francs étaient sortis du Cameroun. Ça, c'est un problème extrêmement réel, mais qui ne s'explique pas forcément en termes de malgouvernance, qui s'explique en réalité aussi par l'aptitude que les agents économiques ont à pouvoir contourner dans la règle, la réglementation, parce que la réglementation présente quelques failles. C'est généralement le cas des firmes multinationales qui utilisent par exemple la loi fiscale pour essayer de contourner la réglementation pour faire sortir les capitaux. Il y a effectivement un problème de gouvernance qui explique que certains pays peuvent mieux s'en sortir que d'autres, du fait que ces pays ont mis en place un certain nombre de mécanismes, de règles, et qui s'appliquent réellement et qui permettent en fait d'amortir les chocs. Les chocs que nous vivons, ce ne sont pas les premiers, ce ne seront pas les derniers chocs que nous vivons. Nous vivons dans une économie de plus en plus mondialisée qui est affectée par de nombreux chocs. Et donc, il y a ces phénomènes qui vont arriver régulièrement. Maintenant, la différence, en fait, quand on observe dans les différents pays, c'est justement en termes de gouvernance. Dans le cas du Cameroun, il est extrêmement difficile de mesurer en termes de points de croissance ce que peut représenter la mauvaise gouvernance. Thank you, Mr. Minister. You have presented the extended credit facility in very innocuous terms, I must say, Mr. Minister, as a silver lining that is going to help us ward off the negative effects of the macroeconomic imbalances that have brought us to this kind of economic recession, Mr. Minister. But I want to find out from you, Mr. Minister, this silver lining that you are presenting, doesn't it have a dark cloud? Is it going to be all a bed of roses, Mr. Minister? I ask this because if you listen to analysis that have been made before, some people are mooting salary cuts under the fact that government has to cut down the state wage bill. Many other analysts are mooting the idea of many taxes coming to be bared on Cameroonians, Mr. Minister. What is your take on this? Because they say that we have to take certain negative effects. Thank you for raising this issue, but I would like to ask you to be tolerant and indulgent. We are a bilingual country. You raise the issue in a language where you are very much comfortable. Let the expert
answer in the language where they feel as comfortable as you are in English. Messieurs les experts, nous avons suivi. Qui voudrait donc répondre? On parle, est-ce qu'il y aura des coupes de salaire, il y aura des réductions, il y aura de ci ou ça? Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, la facilité élargie des crédits, c'est un instrument au service du FMI pour venir en appui au pays qui éprouvent des difficultés de balance de paiement. C'est un instrument. Dans le cadre du Cameroun, le programme économique et financier, c'est comme ça qu'on devrait dorénavant l'appeler, le programme économique et financier a été pensé, a été conçu par le gouvernement du Cameroun, par les autorités du Cameroun. Et au lendemain du 23 décembre, il nous avait été instruit, nous les techniciens du ministère de l'économie et du ministère des Finances, de travailler sur un squelette de programmes économiques et financiers, au même titre que nous avons eu le plan d'urgence en 2014, qui est un plan de rattrapage de la mise en œuvre du DSE. Nous pouvons considérer que le programme économique et financier, c'est également notre plan de rattrapage. Et ces experts ont travaillé sur un squelette de documents qui a été présenté par le ministre de l'économie et le ministre des Finances au conseil de cabinet de janvier 2017. Et c'est ce document, c'est l'ossature de ce document qui a fait l'objet des discussions d'un dialogue constructif avec le Fonds monétaire international à partir du mois de février. Il y a d'abord eu une mission du Fonds monétaire ici au Cameroun au mois de février, deuxième quinzaine du mois de février jusqu'en début mars. Ensuite, des équipes d'experts conduites par le président du comité technique de suivi des programmes économiques s'est rendu à Washington à 2 reprises, entre le mois de mars et le mois d'avril, pour justement faire valider les options qui étaient les nôtres. Il y a eu, bien entendu, comme dans un dialogue, il y a eu des concessions qui ont été faites, et nous avons donc abouti à ce que vous connaissez, ces politiques économiques et financières qui sont dans le mémorandum. Et les fonds que met à la disposition du Cameroun, le FMI, en fait, ce sont des fonds résiduels, parce qu'il y a un besoin de financement qui a été évalué dans le cadre de ce dialogue. Et les partenaires techniques et financiers que le ministre a bien voulu désigner là tout à l'heure ont accepté d'accompagner le Cameroun dans cet effort de redressement. Et le Fonds monétaire donc a apporté le besoin de financement résiduel, qui est donc de l'ordre de 400 milliards de francs CFA, dont 100 milliards ont été décaissés au lendemain du 26 juin. Donc il s'agit d'un instrument de soutien, comme les autres partenaires techniques et financiers ont leur instrument de soutien. La France, à travers l'Agence française de développement, contribue à cet effort à travers un appui budgétaire. La Banque africaine de développement contribue à la mise en œuvre de ce programme à travers également un appui budgétaire de l'ordre de 400 milliards de francs CFA. Et le Fonds monétaire apporte la différence des 1300 milliards, 1302 milliards plus exactement, que nous avons évalué. Et dont 540 milliards seront disponibles dès cette année, sous certaines conditions. Je vais laisser le secrétaire général du ministère des Finances pour vous rassurer sur le fait qu'il n'y aura, et ça n'a jamais fait l'objet des discussions, soit ici, soit à Washington, avec le Fonds monétaire international. Je le laisse le soin de vous rassurer sur la question des baisses de salaire. Je vous remercie, monsieur le. Je vous remercie beaucoup, monsieur le secrétaire général. Absolument. Éclairez-nous, rassurez-nous, rassurez les travailleurs. I would like to thank for this question. It gives me the opportunity to talk about the cut of salaries. Just to reassure everybody that there will not be any cut in salaries. Anyway, so far, there's no provision in the program concerning any cut on salaries of civil servants. So I wanted to make it quite clear. As concerning taxes, I think it's normal. Nobody is willing to pay taxes. But we need to pay taxes for the government to cover the expenses which we are benefiting for. So I think that is important. So I would like to say that the program is a reform program. That's also, it should be clear. It's not a structural adjustment program. We're talking of a reform program. The program is reforming the way we are running
businesses, the way you will enhance public and private investment, the way you will make current consistent what you are doing in terms of expenses, of public expenses. The program is also, and the minister said that it's an internal program. It's not, it has been written, discussed by internal staff, presented by the government, so there is by any way an external program imposed maybe by the foreign institutions, for instance the IMF. The program is not a program of austerity. That's why the President of the Republic instructed. It's a program to relaunch the economic activity. That's why we are expecting funds from the IMF and funds from the other financial and technical partners. And the minister gave the data, the numbers. We are awaiting for more than 1,300 billion of CFA funds. That's why we call a relaunching program to enhance the economy, the activities within the economy. Thank you, Mr. Minister. I think 0,7%. 1% au Gabon, 0,6% au Congo. Vous voyez que le Cameroun, dans tous les cas, c'est ce Cameroun qui supporte même la sous-région. 4,7, voilà, le 4,7. Vous regardez, même l'économie mondiale n'a pas progressé comme ça. Même l'économie africaine n'a pas progressé comme cela. Donc je pense que sur ce point, on devrait pouvoir, peut-être pas accorder une carte blanche au gouvernement, mais être vigilant pour que ces mesures soient prises et mises en œuvre. merci, monsieur le professeur. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Et lui, il est satisfait. Il est satisfait. Il est satisfait. Et moi aussi, je suis satisfait. Le secrétaire général des Finances veut dire un mot dessus. Merci, monsieur le ministre. Non, je pense que nous devons quand même aussi la vérité aux Camerounais. Je pense qu'il faut arrêter d'agiter la dévaluation comme un épouvantail. La dévaluation n'est pas un épouvantail qu'on agite au peuple. La dévaluation est une politique économique qui peut être mise en place pour résoudre les problèmes qui se posent. Donc il ne faut pas penser que la dévaluation est une fatalité. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il n'y a pas de raison de dévaluer. Nous connaissons des pays qui ont dévalué et qui se portent mieux. Regardez à côté de nous. Le Nigeria a dévalué la Naira et le Nigeria est devenu plus agressif sur notre économie. Donc, la dévaluation, ça veut dire quoi? Si on dévalue de 50%, ce que nous vendons en termes de cacao va nous rapporter doublement en CFA, le pétrole sera double en CFA, tout ce que nous exportons nous rapportera double en CFA. En revanche, ce que nous achèterons de l'étranger va devenir plus cher. Donc, c'est une politique dont on mesure les avantages et les inconvénients et on décide de la mettre en œuvre. C'est pas, on peut dévaluer si cela se trouve nécessaire, mais pour l'instant, il n'en est pas question. Les orientations, les options de politique économique de notre pays ne vont pas dans ce sens. Simplement un mot pour M. Achou Nenti. Les chefs de l'État, il n'y avait pas d'option. There were no choice. The head of state just said, we'll start discussing with the IMF because we need to discuss with the IMF. The issue was not whether we devaluate or we start discussing with them. Though I wanted to make it clear. Thank you. Merci beaucoup. Le DG de l'économie va apporter sa petite touche. Trois petites choses, monsieur le ministre. C'est les comparaisons n'est pas raison. Monsieur Nienti, au début des années 90, nous enregistrons des taux de croissance négatifs. Ça, c'est factuel. On a moins 1%, moins 1,6 je pense en 91, et on continue de crescendo jusqu'à la veille de dévaluation. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Deuxième fait, c'est qu'en 93, il y a eu 2 baisses de salaire. Nous n'en sommes pas là. Troisième fait, toujours en 93, il y a eu ce qu'on appelle le non-rachat des billets CFA dans les autres places financières internationales. C'était déjà des prémices à la dévaluation, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que notre CFA ne pouvait plus être racheté sans une décote, par exemple à la BCAO, dans la zone BCAO, ou alors dans les places de Londres.
ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc la dévaluation, quels que soient les avantages que vient de décrire Monsieur le Secrétaire général, n'est pas à l'ordre du jour de notre politique économique. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Mr. Minister, thank you. Just from the figures announced to sponsor the economic and financial program, ordinary Cameroonians fear that the country will not in a too distant future once more become highly indebted and subsequently poor. Those are the fears because from the more than $1,000 billion that has been announced, we fear. So my question is, what are the measures taken to clear these fears and also assure Cameroonians of a brighter future, because we are borrowing money to implement a program concretely? If it doesn't work, how do we get the money to pay back the loans? Je vous remercie. C'est le secrétaire général qui va dire quelque chose. C'est l'économie, c'est le professeur. Nous nous sommes endettés pour réaliser la première génération de nos projets structurants. On était encore hier en train de poser la première pierre de l'usine à pied de Lompanga qui est réceptionnée. Le barrage de Memvele, le barrage de Mekim, les autoroutes, en dépit des retards que nous observons, sont les fruits de ce processus d'endettement. Nous ne sommes pas endettés pour consommer. On s'est endetté pour investir. Maintenant, ce qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement, c'est de mettre en service, et c'est le deadline qui a été fixé pour 2018, la première série des grands projets. Et tous les efforts sont en train d'être faits au niveau du ministère de l'économie pour que d'ici 2018, les premiers ouvrages qui ont été réalisés sur emprunt extérieur soient fonctionnels. Parce que tout n'est pas de construire des barrages, il faut les rendre fonctionnels, il faut les mettre en service. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour le futur? Ce qui est fait pour le futur, pendant que nous serons sous programme, les 3 premières années, nous n'allons que recourir aux emprunts concessionnels. Et d'ailleurs, les plafonds ont été fixés par le gouvernement et approuvés par le Fonds monétaire international. Il vous souvient que le chef de l'État, par un décret, a revu à la hausse le plafond d'endettement pour l'année 2017 à 1 700 milliards. Et il est dit dans le document que nous avons proposé au Fonds qu'à partir de la date d'approbation de ce soutien du FMI, nous ne pourrons recourir qu'à 200 milliards de prêts extérieurs, dont 100 milliards de prêts non concessionnels et 100 autres milliards de prêts concessionnels. Donc des dispositions sont prises pour que d'ici à 2020, que nous ne recourons qu'aux prêts concessionnels, c'est-à-dire des prêts dont les taux d'intérêt sont parfois moins de 1%. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que comme nous avons encore un besoin important d'infrastructures, d'ouvrages à réaliser, que le mode, que l'option PPP, partenariat public-privé, soit privilégié. Voilà ce qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement pour freiner notre vitesse et pour faire en sorte que les ouvrages qui ont été construits sur emprunt extérieur puissent être fonctionnels et contribuer au remboursement de la charge de la dette. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie, mais je voudrais lui dire que nous sommes à 30, 32, 33% des capacités qui nous sont offertes, c'est-à-dire que le Cameroun peut emprunter encore jusqu'à 70%. Aujourd'hui, nous sommes encore à 34%. Nous avons encore une bonne marge. Don't be disturbed. Avoid nightmare for nothing. Just at 34%. It is possible to move from there to 70% of debt. OK? Tout à l'heure, le professeur vous disait qu'en France, ils sont à 100%. Nous ne sommes qu'à 34%. Nous avons une grande marge. Il y a beaucoup de pays africains qui sont déjà à 40, 50%. On ne parle pas d'eux. Il y en a même qui sont à 60, n'est-ce pas? Je parle sous le contrôle des experts qui sont... Nous ne sommes qu'à 34 maximum.
il y a encore une bonne marge. Cessez donc de faire peur aux paisibles citoyens qui vous écoutent. D'accord? Thank you. Ah, le professeur veut dire quelque chose. Merci beaucoup. En fait, aucun pays au monde ne sait développer sans s'endetter. Aucun individu parmi vous ne sait développer sans s'endetter quelque part. Vous ne pouvez pas réaliser tout ce que vous avez besoin avec les ressources que vous avez. Donc, le tout, ce n'est pas de condamner l'endettement. C'est à quoi servent les ressources que nous empruntons. À quoi servent ces ressources? Et le DG de l'économie, et tout le monde le sait, que la plupart des ressources qui sont empruntées servent, n'est-ce pas, à financer un certain nombre d'infrastructures qui posent les bases de ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie, c'est-à-dire la diversification. Parce qu'on ne peut pas envisager, on ne peut pas parler de diversification si nous n'avons pas les infrastructures. On ne peut pas parler de diversification si nous n'avons pas de routes, si nous n'avons pas d'électricité, si nous n'avons pas l'eau, si nous n'avons pas Internet, etc. Donc, ces ressources, en réalité, si elles sont affectées à la mise en œuvre de ces infrastructures, elles garantissent par elles-mêmes les conditions d'une croissance durable qui permettent ensuite, n'est-ce pas, de rembourser le moment venu sans trop d'appréhension. Je voudrais aussi, à la suite de ce que le professeur a dit, vous savez, aucun opérateur économique n'accepte de prêter à fonds perdu. S'il prête de l'argent au Cameroun, c'est parce que le Cameroun dispose d'un bon chéquier et d'une bonne signature. Merci, M. Bélibi. Je vais m'excuser d'abord auprès de toi parce que tu nous as dit qu'on avait droit à une question, mais avoir un tel panel m'oblige un peu à avoir un tout petit peu plus, mais ce seront des questions brèves. Je vais commencer par une anecdote. J'étais à Kigali il y a quelques semaines avec un ensemble de personnes, dont le président, l'ex-président Obasanjo, et il nous disait qu'il allait dans un village au Nigeria où il disait aux populations, ne vous inquiétez pas, il y aura la croissance, il y aura la croissance. Et un grand-père lui a dit, apporte la croissance que je mange. Un peu comme pour dire que quand on débat sur la croissance, il faut toujours entrer dans les composantes pour comprendre. Donc, mes questions sont les suivantes. Je réalise, depuis que le ministre a parlé, que vous avez davantage parlé de stabilité extérieure. Vous nous avez dit que le FMI va nous apporter 660 millions de dollars, qu'on aura 887 milliards de la part des bailleurs. Tout ça concourt à renforcer la stabilité extérieure du Cameroun, de concours avec les autres pays de la CEMAC. Mais on ne parle pas beaucoup de l'intérieur. Alors moi j'ai une première question. Est-ce que le plan sur lequel vous êtes engagé, comme vous le dites, avec le FMI, vous l'avez discuté avec le secteur privé afin de pouvoir savoir comment il peut contribuer ou se préparer à le vivre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, toujours par rapport aux investisseurs qui nous lisent, c'est qu'ils nous ont fait comprendre qu'aujourd'hui, quand ils vont auprès des banques, la surliquidité d'entente est en train de connaître des petits problèmes. D'ailleurs, le gouverneur de la BEAC l'a reconnu, que c'est un peu plus difficile d'accéder au financement. Et vous voulez relancer la croissance dans ce petit problème de crise, d'instabilité financière. On aura besoin du système financier. Or, les chiffres que le Cameroun a avancés au FMI, c'est que l'encours des créances non performantes, non-performing loans, est passé de 11,5% à 14,7% en 2016. L'encours de l'exposition à un créancier unique est passé à 37% et que le volume des liquidités disponibles, l'État camerounais va encore l'absorber auprès des banques et ça crée une éviction pour le secteur privé. Alors aujourd'hui, quelle est, dans ce cadre-là, quelle est la solution que vous apportez pour soutenir le secteur financier et lui permettre de continuer de financer le secteur privé, éviter la hausse des coûts des financements et permettre au secteur privé de contribuer à cette croissance? Le deuxième point, qui est peut-être le dernier point de ma question, c'est sur les exonérations fiscales. Vous vous êtes engagé avec le Gabon, avec le Tchad, vous êtes engagé à réduire les exonérations fiscales discrétionnaires. J'avoue qu'il y a beaucoup d'exonérations fiscales qui ont entraîné des pertes fiscales sans forcément entraîner des retours sur investissement. Comme dans le secteur minier, vous avez accordé d'énormes franchises fiscales qui n'ont rien rapporté parce que le secteur minier
a subi le contre-coup chinois, mais c'est une catastrophe un tout petit peu. Vous avez aussi accordé des exonérations fiscales dans le secteur, par exemple, de l'investissement boursier, mais je crois qu'aucune entreprise ne veut aller en bourse pour profiter de vos 25% d'IS, ce qui est dommage. Alors, quels sont les arbitrages que vous ferez dans l'élimination des exonérations fiscales, sachant que si vous accroissez d'un point de pourcentage en élargissant l'assiette fiscale, l'impôt des PME, vous tuez celui-là qui gagne 1000 francs par jour ou 750 francs par jour en faisant des petits travaux. Merci. Ça, vous avez interpellé le directeur général de l'économie. Vous avez demandé s'il existe un dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Là, je peux vous garantir que la réponse est oui, mais... Non, c'est pas ça. C'est est-ce que ce plan a été discuté avec le secteur privé? Très bien. Le directeur général de l'économie va répondre. Le secrétaire général va répondre. Comme vous avez titillé tout le monde à brousse pâle, tous ils vont réagir. Et ensuite, l'expert, le professeur va parler. Monsieur le directeur général. Merci, monsieur le ministre. Je vais répondre à la première partie de ces questions. Le secrétaire général, sur les questions d'exonération, parce que cela relève institutionnellement du ministère des Finances. En ce qui concerne le dialogue avec le secteur privé, comme l'a dit monsieur le ministre, il est permanent, mais dans le cadre du plan du programme économique et financier, permettez-moi de vous rappeler, je vous ai dit dans l'entame de mon propos, que l'équipe de négociateurs était conduite par le président du CTS, avec des experts du CTS. Nous tous, nous sommes membres du CTS. Le secrétaire général et moi-même, le directeur général des douanes, le directeur général des impôts, toutes ces personnalités sont membres du CTS. Et au sein de cette instance siège un représentant du secteur privé, en l'occurrence le JICAM. Je vous renvoie donc au JICAM pour qu'ils vous disent qu'effectivement, ils sont présents aux réunions du CTS et ils sont conscients des orientations que nous avons bien voulu formuler dans le cadre de ce programme économique et financier. La deuxième chose, c'est que le ministère de l'économie, comme on aime bien le dire, c'est le ministère du secteur privé. Et nous sommes en relation constante avec le secteur privé. Ils viennent dans nos bureaux très régulièrement pour un avis, pour un conseil, pour un accompagnement, mais très souvent, le ministre de l'économie lui-même, ou alors ses collaborateurs, notamment le directeur général de l'économie, descendent sur le terrain. La semaine dernière encore, nous étions à Douala pour une série d'initiatives au profit du secteur privé. Et à cette occasion, il y a eu des échanges non plus sur les orientations du programme, mais sur la mise en œuvre efficace de ce programme. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais dire concernant le premier volet de sa question. Je vous remercie. Je passe la parole au secrétaire général. Merci, monsieur le ministre. Bon, beaucoup de points ont été relevés, soulevés par monsieur. Alors, on s'intéresse davantage à l'équilibre extérieur, oui, mais également à l'équilibre intérieur, interne. Et le programme a pour objectif également de réduire le déficit budgétaire. C'est pour cela que les mesures prévues consistent en l'élargissement de l'assiette fiscale, en la réduction des dépenses, mais non pas en termes de réduction, mais en termes de les rendre plus cohérentes. Une meilleure analyse des dépenses pour que la qualité de la dépense s'améliore. Et tout cela aura pour objectif de réduire le déficit budgétaire. Parce que nous sommes dans une situation de ce qu'on appelle le double déficit externe et interne, qu'il faut donc ajuster. Donc là-dessus. Alors, le secteur bancaire, bien, je pense que le secteur bancaire ne soit plus sur liquide, c'est une bonne nouvelle. Où sont allées les liquidités supplémentaires? C'est pour financer l'économie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à un moment, on nous avait reproché que le secteur bancaire était trop liquide et qu'il y avait des ressources oisives dans le secteur bancaire. La raison, c'est le fait que le secteur bancaire ait pris part à beaucoup d'emprunts obligataires qui ont été les emprunts obligataires qui ont été lancés par l'État, et donc à financer l'économie de cette manière. Et le programme s'intéresse de manière spécifique au secteur financier, parce qu'il est question de l'assainir. Vous avez parlé tout à l'heure des créances, et il est question d'assainir le secteur financier.
parce que cela va permettre d'avoir une meilleure offre financière, parce que les banques en difficulté vont recouvrer une meilleure santé et donc seront en mesure d'accompagner l'économie. Voilà une disposition du programme qui, à notre sens, est importante. Bon, la question du crédit, vous savez, c'est la vieille histoire de qu'est-ce qui crée le crédit, l'épargne ou autre chose. Mais dans le cas d'espèce, si les banques sont assainies, elles pourront recueillir plus de crédit et injecter dans l'économie, et les épargnants qui sont les acteurs économiques pourront alimenter, et cela va conduire à ce que le circuit soit mieux huilé. Les exonérations fiscales. Là aussi, les exonérations fiscales, les exonérations de manière générale, c'est un instrument de politique économique. Il faut pouvoir encourager le secteur privé par des exonérations fiscales, par des avantages fiscaux. Mais il faut faire le point de l'efficacité de ces avantages fiscaux. Et c'est ce travail qui va être fait en termes d'évaluation des dépenses fiscales, en termes de mesure de l'impact des dépenses fiscales sur l'activité économique. Mais vous savez, vous avez cité quelques exemples, mais vous savez également qu'il y a la loi de 2013 relative aux incitations au secteur, aux investissements du secteur privé. C'est une loi qui, pour nous, est très importante parce qu'elle nous permet d'être plus attractifs en termes de faire venir des investisseurs dans notre pays. Maintenant, le temps n'est peut-être pas à l'évaluation de cette politique, mais nous pensons que, théoriquement, c'est une politique qui porte. C'est elle qui fait la différence entre les pays aujourd'hui. Pourquoi est-ce pourquoi on investit en île Maurice plus qu'au Cameroun? Il y a d'autres raisons, mais il y a les incitations qui sont... Pourquoi on investirait plus au Sénégal qu'au Cameroun? Donc il faut encourager les investisseurs. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point. Je pense qu'il est satisfait. Ça, je ne doute pas un seul instant. Alors, ce que je vous suggère, c'est de continuer le dialogue avec les experts qui m'entourent. Mais moi, en tant que profane de la chose, je dis que tous les pays du monde ont besoin des investisseurs. Les investisseurs vont là où se trouvent leurs intérêts. Donc les pays sont en compétition pour s'attirer des investisseurs. Aucun pays de par le monde ne peut, par la mobilisation des ressources internes développées en matière d'infrastructures autres. On a donc besoin d'aller vers l'extérieur. Et l'extérieur, là, vous n'êtes pas le seul qui le concerne. Tous les pays du monde lui font la cour. Il a son argent et c'est tous les pays du monde qui veulent cet argent. Il va donc vers le pays qui lui offre le maximum de garanties et le maximum d'intérêt. Je parle sous le contrôle des économistes qui sont à côté de moi. Le professeur veut dire en une minute une chose. Pour compléter ce que vous êtes en train de dire, j'évoquais en fait dans mon propos de départ d'évasion fiscale. Et ça, c'est la source, n'est-ce pas, de l'évasion fiscale. Le fait, n'est-ce pas, de pouvoir faire la cour pour attirer le maximum d'investisseurs amène à avoir une fiscalité qui est, entre guillemets, laxiste, dans le sens où on veut plaire. Et donc, parce qu'on veut plaire, on ouvre aussi la voie à la possibilité, n'est-ce pas, de perdre, n'est-ce pas, beaucoup de recettes fiscales. C'est ce qui explique d'ailleurs, dans les propos que je parlais de 4019 milliards en termes de fuite des capitaux. Une bonne partie est justement liée au fait que lorsqu'on accorde des exonérations fiscales, parce qu'on veut attirer le maximum, n'est-ce pas, d'investisseurs, cela se traduit généralement en fin de compte par des fuites de capitaux qui, malheureusement, affectent négativement l'économie. Donc, il faut trouver un équilibre. Voilà, un équilibre pour éviter finalement qu'à la fin, on dit on a fait des exonérations, ça nous fait des pertes, et puis en même temps, les quelques ressources que nous avons, les multinationales profitent de cela pour pouvoir expatrier leurs fonds sans problème. Donc, il faut faire très, très attention dans la définition et la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques qui sont extrêmement complexes. Merci beaucoup. Merci à Alain Bilibi, merci Monsieur le Ministre. Ma question, je la pose particulièrement au secrétaire général du ministère des Finances.
On a beaucoup parlé de la facilité élargie des crédits, notamment de l'argent qui nous viendra des bailleurs de fonds pour nous permettre de nous ajuster, nous réajuster. Mais on n'a pas dit quelle sera la contrepartie du gouvernement camerounais. Je crois savoir que ce programme s'accompagne non seulement des apports financiers, mais également des conditionnalités que doit respecter absolument le gouvernement afin d'atteindre les objectifs escomptés. On parle par exemple de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. On parle du nettoyage à nouveau du fichier solde de l'État. On parle de l'évaluation trimestrielle de l'exécution budgétaire. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun est prêt à satisfaire à ces exigences des bailleurs de fonds? Puisque vous avez ciblé votre objectif, alors je ne peux que passer la parole à monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur le ministre. Peut-être d'abord une question de terminologie. Il ne s'agit pas d'une contrepartie ou d'une contribution, parce que cela renvoie à autre chose. Il s'agit simplement de dire que le gouvernement s'est engagé dans un programme de réforme avec le Fonds monétaire international. Pour la plupart d'ailleurs des réformes, de ces réformes, nous y étions déjà, nous y sommes engagés. S'agissant des finances publiques, il est question de rétablir nos équilibres budgétaires. Il faut que la marge de manœuvre dont nous disposons pour couvrir les dépenses soit améliorée. C'est pour ça que nous avons évoqué tout à l'heure la question de l'élargissement de l'assiette fiscale. Le commun des Camerounais qui suit le ministère des Finances, les lois de finances, c'est que c'est un thème constant. Nous parlons d'élargissement de l'assiette fiscale de manière constante. Il s'agit donc de continuer ce travail-là. Il y a des points qui sont identifiés, notamment la taxe foncière, comment est-ce qu'on peut la rendre plus efficace. Entre autres, il vous souvient que désormais, les nuitées dans les hôtels sont taxées. Nous sommes au courant. C'est ce travail qui va continuer. Oui, il est question également de protéger les dépenses sociales. Et c'est en cela que le programme que nous avons négocié avec le Fonds monétaire est spécial, parce qu'il y a un focus, il y a un intérêt particulier à préserver les questions sociales qui ont un lien avec les salaires. Et il est d'ailleurs question d'élaborer une stratégie de protection sociale dans le cadre du programme. Alors, que dire d'autre? Il y a... vous l'avez évoqué, hein, les réformes sur le plan financier, la transparence. Vous avez évoqué la publication des rapports d'exécution de budget. Ce sont des mesures habituelles. Nous avons toujours publié les rapports d'exécution de budget sur une base semestrielle. Nous les publions et nous allons continuer à les publier. J'ai évoqué tout à l'heure le secteur financier, dans le cadre de l'assainissement du secteur financier, un meilleur suivi. Il faut que les créances douteuses soient apurées au sein du secteur financier pour leur donner l'occasion de se rouvrir et pouvoir répondre aux demandes de crédit de leurs clients. Les investissements publics, il faudrait également, c'est un pan de la réforme, les rendre plus efficaces, améliorer la question de maturité des projets dont le directeur général de l'économie peut parler mieux que moi certainement. Donc c'est un ensemble de réformes soutenues pas seulement par le Fonds monétaire international, mais par l'entièreté des bailleurs qu'on a cités ici, la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne et l'AFD du côté des Français. Voilà globalement ce qui est attendu du gouvernement dans le cadre du programme. Et le programme fera donc l'objet d'un suivi semestriel. Nous aurons des réunions avec le Fonds monétaire semestriellement pour évaluer sur la base de ces points d'indication, de ces repères qui sont qualifiés de structurels. Il y a d'autres mesures. Vous avez évoqué l'aspect de la masse salariale sur laquelle nous allons revenir parce que nous pensons qu'il y a de la marge en assainissant le fichier solde, certainement pour redistribuer les revenus qui seraient ainsi économisés sur d'autres postes de dépenses plus, j'allais dire, plus efficaces et plus porteurs de croissance dans le cadre de résolution des problèmes qui se posent à nous. Merci, Monsieur le ministre.
Moi, je voudrais poser une question simple, Monsieur le ministre. Le Cameroun va au FMI chercher de l'argent. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas d'argent. Le même Cameroun s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une compétition qui va engloutir beaucoup d'argent. Monsieur le ministre, pourquoi le Cameroun ne peut pas se passer d'un certain nombre de dépenses, de prestige aujourd'hui? Je vous remercie. Bien, j'ai des experts qui sont là, mais je voudrais vous dire une chose. J'ai dit une vérité que vous avez bottée en touche. Personne n'accepte d'investir à fond perdu. Tous ces partenaires aujourd'hui qui se tiennent au Cameroun, prêts à lui prêter de l'argent dans des conditions que vous connaissez, sont mieux que vous au courant de la dette de l'État du Cameroun, de tous les engagements. En dépit de cette dette et de ces engagements aujourd'hui, compris ce que vous appelez des dépenses de prestige, malgré tout ça, ils donnent de l'argent au Cameroun à hauteur de ce que demande le Cameroun. Ça ne vous surprend pas? Ça devait vous faire plaisir. Ça atteste donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes une nation forte, une économie résiliente, un peuple travailleur qui est capable donc de faire face à ce genre de situation. Non, parce que nous sommes en difficulté. Le directeur général de l'économie a dit tout à l'heure quelles étaient les sources de dépenses. Il y a des invités indésirables qui se sont retrouvés à la table. Boko Haram nous cause une saignée, les problèmes sécuritaires, le problème des réfugiés, le problème de la baisse drastique. Les experts financiers du monde sont parfaitement au courant de tout ça. Et ils sont prêts encore à en donner davantage au Cameroun. J'admire cette relative naïveté dans le domaine, mais je peux vous dire que nous sommes une nation forte qui a encore une bonne signature. Mais je passe la parole au DG de l'économie. Merci. Je voudrais dire à M. Belobo que le Cameroun a un besoin de financement avant que nous n'allions au Fonds monétaire international, le 26. Nous avons un besoin de financement qui est assez important, de l'ordre de 1300 milliards de francs CFA, en raison donc de ces contre-coups qui vous ont été présentés dès l'entame de mon propos. Et pour faire face à ces besoins de financement, et compte tenu du fait que demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui, on en est conscient en ce qui concerne les cours du pétrole. La tendance est pour une moyenne aux alentours de $50 jusqu'en 2020. Les cours des matières premières également est en baisse. Donc compte tenu de cela et compte tenu de notre volonté de rester sur le sentier de l'émergence et sur les objectifs de la mise en œuvre du DSE, il était pas simplement bon, mais il était judicieux que nous trouvions des voies et moyens pour pouvoir combler, n'est-ce pas, ce gap. Nous avons approché nos partenaires, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Union européenne, qui nous ont dit, à défaut d'un programme avec le Fonds monétaire international, il vous faut à tout le moins une lettre de confort de cette institution. Et comme nous avions, par rapport à l'évaluation qui avait été faite de nos besoins en financement, il subsistait encore un gap, et que le FMI voulait couvrir ce gap, d'une part, et que d'autre part, nous avions à faire face à un problème d'équilibre extérieur, avec une menace pesante sur l'intégrité, pour utiliser l'expression de M. le ministre, l'intégrité de notre monnaie, le franc CFA, et en troisième, le contenu de la spirale récessionniste dans laquelle s'étaient engagés les autres pays de la CEMAC. Il était du devoir du Cameroun, d'abord au regard de son rôle de leader dans la sous-région, et ensuite, pour combler ce gap de financement, d'aller conclure ce programme, qui est, comme je le rappelle encore, notre programme. Le FMI vient avec l'équivalent de 400 milliards de francs CFA, mais les autres partenaires nous apportent 800 milliards, sans intérêt. C'est des appuis budgétaires, c'est-à-dire fongibles dans le budget de l'État.
En contrepartie, pour la mise en œuvre de ce programme, avec les autres partenaires, le ministre de l'économie a mis sur pied un comité interministériel de réforme structurelle, présidé par son secrétaire général, avec tous les ministères concernés dans la mise en œuvre des réformes sollicitées par l'appui budgétaire, afin que cet appui, ces près de 900 milliards de francs CFA que nous allons recevoir et qui seront fongibles dans le budget, nous aident à mettre en œuvre des réformes que nous-mêmes nous avons identifiées dans le domaine des marchés publics, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de l'agriculture. Nous n'allons pas au FMI parce que nous voulons de l'argent du FMI. Le ministre l'a dit, il s'agit des ressources à taux nul. À taux nul. Les 400 milliards de francs CFA ne sont pas générateurs de taux d'intérêt. Comme les 887 milliards de francs CFA des autres partenaires techniques et financiers ne sont non plus générateurs d'intérêt. C'est de l'argent qui est fongible dans le budget de l'État. Voilà, Monsieur le ministre, ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ministre, j'ai une dernière question, malgré votre signe. J'ai une dernière question. Elle a quelque chose à voir encore avec les questions de gouvernance. Depuis les premiers contre-coups de la situation actuelle, on parle beaucoup de réduction du train de vie de l'État. Monsieur le ministre, ce que nous observons, vous nous direz si nous observons mal, c'est le cortège des grosses cylindrées immatriculées CA. C'est les missions éternelles à l'étranger. Je voudrais savoir s'il y a une politique mesurable avec des résultats déjà atteints en matière de réduction de train de vie de l'État. Est-ce qu'il y a une politique en dehors de l'incantation? Quel est l'expert qui veut répondre? Alain Bélibi, la réponse est oui. Il y a des circulaires, il y a des décisions du chef de l'État, du Premier ministre. À tous les conseils des cabinets, il y a de réduction du train de vie de l'État. Il faut dégraisser le mammouth. Et réduction, ça, nous l'entendons tous les jours. Mais j'ai à côté de moi des experts, ils vont le confirmer. Monsieur le ministre, nous aimerions avoir quelques résultats de cette politique, de ces circulaires et de ces décrets. Déjà, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais commencer et le dire sous l'autorité du secrétaire général du ministère des Finances. Dans le cadre des négociations que nous avons eues avec le Fonds monétaire international, et nous-mêmes conscients du fait qu'il fallait faire un effort dans le budget de l'État, au niveau du ministère de l'économie, nous avons accepté de revoir à la baisse le budget d'investissement public. En ce qui concerne le budget de fonctionnement, notamment dans la rubrique biens et services, je le dis là encore sous le contrôle du secrétaire général du ministère des Finances qui va le confirmer, parce que c'est dans cette rubrique qu'on retrouve ce type d'exemple de cas que vous venez de prendre. Et dans cette rubrique, il y a eu une révision à la baisse de l'ordre, je dis bien de l'ordre de 150 à 200 milliards de francs CFA. Je laisse le secrétaire général du ministère des Finances confirmer ces orientations. Avant qu'il ne prenne la parole, vous savez très bien que le budget de notre département a baissé drastiquement, n'est-ce pas? C'est donc la preuve de ce qu'il y a réduction du train de vie de l'État. Mais je passe la parole au secrétaire général. Merci, monsieur le ministre. Je crois que ce dont on a besoin en pareil cas, c'est vraiment les chiffres. Que ça cesse d'être une vue de l'esprit, parce que si nous attardons sur le visuel, il est clair que vous savez très bien que l'État doit fonctionner. L'État a des obligations qu'il doit assumer et il faut que l'État se donne les moyens de les assumer. Donc vous pouvez voir quelques véhicules CA, ça pourrait être des gros cylindrés, mais cela ne veut pas dire que l'État n'a pas réduit son train de vie. Premièrement, au plan réglementaire, le Premier ministre a prescrit désormais, et d'ailleurs depuis 2012, tout achat de véhicules doit faire l'objet d'une autorisation spéciale par le Premier ministre, chef du gouvernement.
Ça peut vous paraître simplement une mesure réglementaire, mais je peux vous assurer que cela est effectif et ça a un effet dans l'acquisition des véhicules. Mais il faudrait quand même que vos brigades douanières puissent se mouvoir pour recouvrer des recettes. Il faudrait quand même que l'argent de l'État soit transporté dans de bonnes conditions, dans des fourgons, quel que soit le prix que cela coûte. Mais de manière concrète, dans le budget 2017, et le directeur général l'a dit, dès le début de l'exercice, nous avons fait une ponction sur le budget, sur les biens et services, pour bien matérialiser le fait que l'État doit réduire son train de vie. Et aujourd'hui, le budget de l'État ne s'emporte pas plus mal dans son exécution. Donc c'est autour de 100 milliards de francs qui ont été contenus et qui ne seront absolument pas dépensés sur le budget de l'État. Et ces 100 milliards portent sur les achats de véhicules, le carburant, les missions, les comités. Je vous signale également aujourd'hui que le départ en mission est contrôlé par les services du Premier ministère. Il est difficile, plus de 2 personnes aillent en mission au même moment, y compris l'analyse sur l'opportunité même de la mission. Sur les formations, il est prescrit désormais que toutes les formations qui peuvent être faites sur place ne fassent pas l'objet de déplacements vers l'étranger. Les formations qui peuvent être obtenues auprès de l'ISMP, auprès de l'ENAM et auprès d'autres institutions ne font pas l'objet de déplacements. Donc tout cela pour conséquence anticiper pour nous une économie qui tourne autour de 100 milliards pour l'année 2017. C'est donc du concret. Il est satisfait. C'est très agréable à entendre, mais c'est un peu plus agréable à voir, n'est-ce pas, Monsieur le ministre? Je vais vous remercier, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur général, professeur, pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, passez une bonne fin de soirée. Au plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir. Le FMI, le Fonds monétaire international, accorde au Cameroun une facilité élargie de crédit. Il a suffi de cette nouvelle pour que le landerneau économique et même l'opinion nationale, d'une manière générale, entre en effervescence. Les commentaires fusent de toutes parts pour interpréter ce nouvel épisode des relations du Cameroun avec le FMI. Alors, qu'y a-t-il derrière cette facilité élargie de crédit? C'est le sujet du point de presse de ce soir. Point de presse que donne le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, qui est entouré pour la circonstance de messieurs Gilbert Didier Edoa, secrétaire général du ministère des Finances, Isaac Tamba, directeur général de l'économie, au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et du professeur Désiré Avom, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Chang. Bonsoir messieurs, je vous propose de commencer par le commencement, le propos liminaire du ministre Issa Chiroma Bakari. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Alain Balibi. Thank you, distinguished journalist. The aim of our meeting today is to provide you with some relevant information on the economic and financial program that our country has just set in motion and which, as you are all aware, has gained the backing of the International Monetary Fund, IMF, through a financial mechanism known as the Extended Credit Facilities. I wish you all a warm welcome to this encounter. My statement will focus on 3 issues in order to appropriately respond to the concerns raised in your treatment and also for the proper information of the public. I will start with the context, the rationale, and the aims of the program. Then,
talk on what the program itself encapsulates and end up with the role of the IMF and the nature of the extended credit facility supporting the program. With regard to the first issue, allow me to recall that it was on the initiative of the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, that CEMAC head of state met on the 23 December 2016 in an extraordinary summit expanded to the Director General of the IMF and the French Minister for the Economy and Finance to discuss on the economic and monetary situation on the sub-region. At the end of their working session, the head of state then adopted 21 resolutions, including resolution number 13, inviting CEMAC countries to engage in negotiation with the IMF to better structure their economy recovery efforts against the backdrop of the shock which resulted from the drastic decline in oil prices on the world market. As a matter of fact, the economic situation of CEMAC, member countries, that has deteriorated significantly since 2014, bringing down the average growth rate of the sub-region from 2.1% in 2015 to less than 0.7% in 2016, with a public debt representing 44.6% of the gross domestic product in 2016, as again 34.9% in 2015. With regard to reserves, they had moved from 4,400 billion CFA in 2015 to 1,900 billion CFA franc, that is to say, from 2 to 6 months of import in 2016. As regards the current external balance, it remained négatif until tout un concours financier connu sous le nom de Facilité élargie de crédit, en abrégé FEC. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette occasion. Mon propos va s'articuler en 3 points, afin de répondre le plus utilement possible aux préoccupations que vous avez exprimées dans vos différents traitements de ce dossier et aussi pour la bonne information de l'opinion publique. D'abord le contexte, la justification et les objectifs poursuivis par le programme. Ensuite, la consistance du programme lui-même. Enfin, le rôle du FMI et la nature de la facilité élargie de crédit soutenant le programme. S'agissant du premier point, je dirais en rappel que c'est à l'initiative du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, que les chefs d'État de la CEMAC se sont réunis le 23 décembre 2016 dans le cadre d'un sommet extraordinaire élargi à la directrice générale du FMI et du ministre français de l'économie et des finances pour plancher sur la conjoncture économique et monétaire de la sous-région. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État ont adopté 21 résolutions, dont la résolution numéro 13, invitant les pays de la CEMAC à engager sans délai des négociations avec le FMI pour mieux structurer leurs efforts de remboursement économique eu égard au choc subi du fait de la baisse drastique
des cours de pétrole sur le marché mondial. En effet, la situation économique des États membres de la CEMAC s'était sensiblement détériorée depuis 2014, faisant passer le taux de croissance moyen de la sous-région de 2,1% en 2015 à moins de 0,7% en 2016, avec une dette publique représentant en 2015 34,9% du produit intérieur brut pour se situer à 44,6% en 2016. Quant aux réserves, elles passaient de 4 400 milliards de francs CFA en 2015 à 1 900 milliards en 2016, soit en termes de mois d'importation, moins de 6 à 2 mois environ en 2016. De 6 à 2 mois en 2016. En ce qui concerne le solde extérieur courant, il était resté négatif jusqu'en 2016, se situant à hauteur de moins de 10,2%. Il s'agit donc pour les chefs d'État d'amorcer une sortie de crise et de mettre en place des conditions d'une relance vertueuse et durable de leurs économies respectives avec le concours du FMI en engageant des efforts dans le double sens national puis sous-régional. Dans cette optique, le leadership du chef de l'État camerounais aura contribué à diriger une réponse régionale coordonnée pour maintenir l'intégrité de l'arrangement monétaire dans la CEMAC et éviter de plonger les économies de la communauté dans un marasme dont les conséquences économiques et financières auraient été sans précédent. Au sein de la zone CEMAC, l'économie camerounaise s'est caractérisée par une résilience particulière en raison de sa plus grande diversification, de la solidité de son tissu industriel et du dynamisme de sa demande intérieure. Mais inséré dans une logique communautaire et intégrée, le Cameroun a ensuite commencé à recevoir l'impact négatif des économies moins résilientes dans la sous-région et des chocs subséquents liés aux impératifs de sécurité intérieure. Les conséquences ne se sont pas faites attendre en termes macroéconomiques, entraînant une forte baisse des réserves internationales de la zone CEMAC prises dans leur globalité, puis en fin de compte de celles plus spécifiques au Cameroun. C'est pour enrayer cette spirale baissière to the funding of the IMF from technical and financial partners according to the following distribution. From the African Development Bank, 377 billion CFA francs. From the World Bank, 247 billion CFA francs. From France, through the French Development Agency, 197 billion CFA francs. From the European Union, 66 billion CFA francs. For 2017 alone, 510 billion CFA francs will be put at the disposal of Cameroon within the framework of their reforms in some sectors considered crucial to our economy. The interest rate for the repayment of these funds is 0%, with a deferred
depreciation period of 5.5 years, and a maximum maturity period of 10 years. It is worth indicating that the 3-year program, thus supported by ECF and attached additional financial schemes, is based on our own growth strategy as determined by the GESP. It also aims to achieve the social goals set by the government. In other words, there is no foreign interference in the signing of an agreement such as the one that Cameroon has just signed with the IMF. Let me repeat it. It is also aimed to achieve the social goals set by the government. In other words, there is no foreign interference in the signing of an agreement such as the one that Cameroon has just signed with the IMF. Contrary to what has been aired here and there over the past few days, this is not therefore a structural adjustment program. This is not therefore a structural adjustment program, but rather a support from technical and financial partners to the implementation of the government in the area of economic and social development of the nation. Better still, this commitment of our country is going to foster Cameroon's competitiveness and the growth potential in the medium term, and further consolidate the national strategy in view of becoming an emerging economy by 2035. That is, in any case, the head of state commitment with the entire nation. That is the legitimate aspiration of the Cameroonian people. Distinguished journalists, ladies and gentlemen, those are the insight and clarification that I intended to give you on behalf of the government to make sure you better understand the substance of this agreement that Cameroon has just signed with the international financial community in order to give you sound information to the public. I invite you to make a good use of it in a professional, objective, and responsible manner. And I am delighted and pleased to have with me here people of great talent, competence, ready to answer any question may crisscross your mind, our mind, the mind of all Cameroonians. Thank you very much. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous ai conviés à la rencontre de ce jour pour vous communiquer des informations pertinentes sur le programme économique et financier que notre pays vient de mettre sur pied et qui, vous le savez déjà, a obtenu le soutien du Fonds monétaire international, le FMI, à travers 2016 below 10.2%. It was therefore necessary for the head of state to devise solutions to address the crisis and create conditions for a sound and sustainable recovery for their respective economy with the support of the IMF by means of both national and regional efforts. In this respect, the leaders of the head of state of Cameroon will have contributed to leading a coordinated regional response to maintain the integrity of the monetary agreement
of the CEMAC, in other words, to preserve the economies of the community from an economic downturn that would have unprecedented consequences. Within the CEMAC zone, the Cameroonian economy is particularly resilient due to its greater diversification, the reliability of its industrial fabric, and the dynamism of its domestic market. However, being part of an integrated community, Cameroon began to suffer from the negative impact of the less resilient economies in the sub-region and the subsequent security-related shocks. The macroeconomic consequences were immediate, resulting in the sharp decline in international reserves of the CEMAC zone in general, and then finally to those of Cameroon specifically. To stop this downturn trend, our country developed a 3-year economic and financial plan to restore the stability and external viability of the economy while improving the competitiveness, strengthening the resilience of the financial sector, and promoting a vigorous and sustainable growth. This program will also serve as a catalyst to mobilize foreign aid from its technical and financial partners within the framework of targeted budgetary support projects. To support this program, which I should make it clear is a domestic initiative and not a program imposed from outside, the government signed on 26 June 2017 an agreement with the IMF whose funding is part of a mechanism referred to as the Extended Credit Facility. This agreement relates to an amount of 483 million of special drawing right, or about $666.2 million US, equivalent to approximately 400 billion CFA francs, including 102 billion CFA francs available as soon as approval from the IFM Board of Directors is obtained. It is important to notice that this agreement has allowed Cameroon to draw up to 175% of its own reserve, whose ceiling stands today at 275 million of special drawing right. It should also be mentioned that, as a general rule, the extended credit facility is the main tool that the IMF has at its disposal to provide support in the midterm to countries facing macroeconomic imbalances. The support granted covers a maximum period of 3 years. As I indicated earlier, the agreement with the IMF for this extended credit facility paves the way for additional bilateral funding. In this regard, 887 billion CFA francs are expected in addition, et en tout cas dépréciative, que notre pays a élaboré un programme économique et financier triennal visant à rétablir la stabilité
et la viabilité extérieure de l'économie, tout en améliorant sa compétitivité, en renforçant la résilience du secteur financier et en favorisant une croissance vigoureuse et stable. Le même programme était également destiné à servir de catalyseur pour la mobilisation de l'aide de nos partenaires techniques et financiers dans le cadre de projets ciblés d'appui budgétaire. Pour appuyer ce programme, dont je tiens à le préciser, l'initiative est endogène et non imposée par l'extérieur. Le gouvernement a signé le 26 juin 2017 un accord avec le FMI dont le financement s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme dénommé Facilité élargie de crédit. Le dit accord porte sur un montant de 483 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 666,2 millions de dollars, équivalent à environ 400 milliards de francs CFA, dont 102 milliards de francs CFA disponibles dès l'approbation du conseil d'administration du FMI. Il est important de noter que l'accord dont il est question permet au Cameroun de tirer jusqu'à 175% du montant de ses réserves qui aujourd'hui s'élèvent à 275 millions de droits de tirage spéciaux. Il faudrait aussi mentionner que d'une manière générale, la facilité élargie de crédit constitue le principal outil dont le FMI dispose pour apporter un soutien à moyen terme aux pays qui font face à des déséquilibres macroéconomiques. Les soutiens accordés couvrent quant à eux une durée maximale de 3 ans. Mesdames et messieurs les journalistes, comme je l'indiquais plus haut, l'accord passé avec le FMI pour cette facilité élargie de crédit ouvre la voie à des financements bilatéraux additionnels. À ce titre, 887 milliards de francs CFA sont attendus en plus du financement du FMI en provenance des partenaires techniques et financiers selon la répartition suivante. Pour la Banque africaine de développement, 377 milliards de francs CFA. La Banque mondiale, 247 milliards de francs CFA. La France, à travers l'Agence française de développement, 187 milliards de francs CFA. L'Union européenne, 66 milliards de francs CFA. Au titre de la seule année 2017, 510 milliards de francs CFA seront mis à la disposition du Cameroun dans le cadre des réformes clés dans certains secteurs jugés critiques pour notre économie. Le taux d'intérêt pour le remboursement de ces financements est de 0%, avec un différé d'amortissement de 5 ans et demi et une échéance maximale de 10 ans. Il est important d'indiquer ici que le programme triennal ainsi appuyé par le FEC et les financements additionnels y adossés est fondé sur notre propre stratégie de croissance telle que fixée par le DSCE. Il vise en outre à préserver les objectifs sociaux fixés par le gouvernement. Autrement dit, aucune interférence extérieure n'accompagne la signature d'un accord tel que celui qui vient d'être signé entre le Cameroun et le FMI. Il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qu'on a entendu dire ces derniers temps, d'un programme d'ajustement structurel, mais plutôt d'un soutien des partenaires techniques et financiers à la mise en œuvre
de la vision gouvernementale en matière de développement économique et social de la nation. Bien mieux, cet engagement de notre pays va renforcer la compétitivité et le potentiel de croissance